bonjour aux participants. Voilà, nous sommes pile à l'heure. Donc je vous remercie d'être présent pour cette présentation. Sachez que les micros sont coupés de votre côté le temps que je déroule ce que j'ai à vous dire. C'est toujours un peu plus délicat de faire de l'interaction en visio. Et par contre, je vous propose de pouvoir noter vos questions dans le chat que vous retrouvez sur la partie participants quand vous cliquez sur l'interface de Zoom, dans lequel vous pouvez mettre aussi vos questions que je regarderai en fin de présentation, et j'ouvrirai également vos micros lorsque la présentation sera terminée pour que vous puissiez interagir, voire partager vos expériences aussi. Sachez que ce webinaire est enregistré et il sera diffusé pour ceux qui n'ont pas pu participer en live. Voilà, pensez au fil de discussion, et puis sachez que le prochain webinaire du 18 septembre portera sur la vapeur, et je serai en présence de 3 prestataires qui vont nous parler de solutions vertueuses mises en place, donc sur 3 domaines différents. Donc voilà, prochain webinaire, même heure, vendredi prochain, 18 septembre. Donc, le sujet du jour, les filières obligatoires de déchets. Donc c'est presque un mythe, parce que lorsque l'on parle de filière obligatoire ou de filière dans un établissement, nous avons tous ce discours-là, sans trop savoir finalement de quoi il s'agit, puisque vous allez voir, le terme filière n'est pas si clair que ça. Le dictionnaire de l'environnement nous en donne une toutefois, et vous allez voir que quand on doit réfléchir de façon opérationnelle sur l'établissement, qu'est-ce que cela veut dire, c'est toujours un peu plus délicat. Donc c'est censé, une filière, représenter l'ensemble des opérations devant être mises en œuvre pour atteindre les objectifs de traitement fixés. Une fois qu'on a dit ça, c'est toujours délicat. Donc primum, nous vous faisons une proposition. Quand on parle de filière de façon opérationnelle sur un établissement, on parle plutôt de quels sont les contenants que vous utilisez avec un moyen de collecte externe et puis un traitement dédié. Donc, du moment que vous avez un seul contenant, un seul type de collecte, un seul mode de traitement, nous allons considérer que c'est une filière opérationnelle. Et là, je vous donne l'exemple de la collecte sélective. Typiquement, dans la collecte sélective, si vous en avez sur l'établissement et que vous mettez du plastique, des bouteilles d'eau, des boîtes de conserve, des cartonnettes de médicaments, on ne va pas considérer ça comme 3 filières, parce que vous avez un seul contenant dans l'établissement, vous avez probablement un seul type de véhicule qui vient collecter ça, et ça va ensuite sur un centre de tri. Donc, le terme filière obligatoire est plutôt un terme galvaudé. Dans la réalité, on parle de matières à recycler qui sont obligatoires et qui doivent être triées donc en amont dans l'établissement ou en aval par un prestataire extérieur qui peut être possible suivant les déchets. C'est-à-dire que ça ne l'est pas pour tous, vous le savez, sur les déchets à risque infectieux, le tri des DASRI n'est pas possible postérieurement à ce que vous avez fait dans l'établissement. Donc clairement, la question n'est pas vraiment quelles sont les filières obligatoires, mais quelles sont les matières pour lesquelles vous devez mettre un système de traitement, de valorisation approprié. La première réponse à ça, c'est déjà tous les déchets dangereux. Il n'y a pas de débat sur le sujet. Par contre, là où il peut y avoir débat, et c'est pour ça que je vous présente les pictogrammes, c'est que sont les matières dangereuses au final. Donc les matières dangereuses qui doivent être considérées comme telles sont celles qui sont d'une part avec une identification telle que vous les connaissez, celles-ci qui sont que vous avez en général sur les contenants directement. Attention toutefois, parce que l'absence de pictogramme ne veut pas dire que ce n'est pas une matière dangereuse. Cette composante se vérifie sur la fiche de sécurité, parce que typiquement, pour celui-ci, le SGH9, celui-ci n'est pas obligatoirement affiché sur les contenants qui font 5 litres ou inférieur à 5 litres. Donc, ouais, ayez conscience que l'absence de pictogramme ne veut pas dire absence de matière dangereuse. Donc, on a ces pictogrammes de danger que vous connaissez. Nous en avons d'autres qui sont... ah oui, pardon, parce que une matière dangereuse, vous avez un bidon de biocide qui dispose souvent de ce pictogramme ici et ici.
Ce n'est pas parce qu'il est vide que ce n'est pas une matière dangereuse. L'emballage vide, c'est un emballage souillé qui suit aussi la filière des matières dangereuses. C'est aussi le cas pour d'autres matières, et là c'était un exemple pour les biocides. Donc on a ces pictogrammes relatifs aux matières, mais on a aussi celles qui peuvent être identifiées uniquement là-dessus parfois, suivant les dimensions des contenants. Ce sont les pictogrammes de danger pour le transport de matières dangereuses. Et là, quand on parle de transport, vous dites, la plupart du temps, je ne transporte pas, effectivement, peut-être que pour les dasseries, mais je sous-traite, donc je n'ai pas de camion, je ne suis pas concerné. Cette réglementation des matières dangereuses au sens du transport parle du transport au sens large. Et cette réglementation aborde le tri, le conditionnement de ces matières, le stockage, l'expédition. Tout ça, même si vous n'avez pas de camion et que vous ne conduisez pas de camion dans l'établissement, vous y êtes directement concerné. Vous avez ensuite le transport. Et cette réglementation dit que même si vous sous-traitez le transport, vous êtes responsable de ce qui se passe. Donc vous devriez connaître tout ce qui va avec, et jusqu'au traitement des déchets en l'occurrence. Et ça comprend aussi des parties de contrôle, traçabilité, formation. Donc même si vous recevez des matières, que vous n'êtes pas que dans un acte d'expédition, vous êtes soumis à ce genre de réglementation. Et typiquement, parfois, ces pictogrammes ne sont que sur les cartons d'emballage extérieur et pas forcément sur les petits contenants qui sont à l'intérieur. Il y a des exemptions sur l'affichage. Donc, encore une fois, l'absence d'affichage ne veut pas dire absence de matière dangereuse. Et toutes les matières dangereuses n'ont pas de pictogramme, pas juste en fonction d'exonération d'étiquetage, mais aussi parce que c'est compliqué d'identifier ce qui va être dangereux dans une tronçonneuse. Donc les huiles mécaniques en font partie, par exemple. La plupart des déchets d'équipements électroniques et électriques, les D3E, sont des matières dangereuses, par exemple. Donc tout ça, vous avez des obligations de mettre en place des filières. Quand on dit mettre en place une filière, cela veut dire ne pas le mettre dans les déchets ultimes. Donc tous les déchets dangereux, les D3E, on l'a vu, mais d'autres ne sont pas non plus identifiés. Quand vous avez des effluents de laboratoire, des colorants, les eaux, les rejets dans les eaux usées sont aussi des déchets et peuvent être aussi des matières dangereuses. Suivant votre secteur d'implantation, d'ailleurs, votre communauté de communes ou votre agglomération peut être amenée à vous demander de faire des analyses sur 24 heures pour voir quels sont les différents composants chimiques que constituent vos rejets d'eau. Les huiles mécaniques, les amalgames dentaires, l'amiante forcément, les pacemakers, les tabliers de plomb, voilà, tout ça sont aussi des matières dangereuses. Donc, vous devez avoir des filières qui intègrent ce type de déchets. Ça ne veut pas dire que vous devez avoir une filière pacemaker, une filière pour les piles, par exemple. Parfois, elles peuvent être associées suivant le type de traitement que vous identifiez avec votre prestataire. Mais en tout cas, ça veut dire que ces déchets doivent suivre des filières appropriées. Donc, en établissement de santé, pour que vous ayez cette visibilité, donc, nous avons les déchets d'activité de soins au sens large, qui sont l'ensemble des déchets produits dans un établissement de santé. Pour autant, tous ne sont pas associés à des matières dangereuses et tous ne sont pas associés aux soins. Dans les déchets dangereux que vous produisez sur les établissements de santé, vous avez les déchets à risque radioactif, et même si vous n'avez pas de médecine nucléaire sur l'établissement, vous pouvez être amené à recevoir des patients qui ont eu une scintigraphie osseuse, une scintigraphie par exemple, et qui ont des protections. Et il faut savoir que les urines, en suivant une scintigraphie, sont aussi porteuses de déchets radioactifs et que vous devez canaliser ce risque avec de l'identification et de la décroissance dans tous les cas. Les déchets à risque chimique et toxique, parmi lesquels ce que l'on a déjà cité, les pièces anatomiques et puis les déchets à risque infectieux. Voilà, les déchets dangereux doivent être, dans tous les cas, quels qu'ils soient, suivre des filières et font partie des filières obligatoires, quelle que soit la façon dont vous les regroupez. C'est-à-dire que quand on parle de liquides toxiques ou d'effluents de laboratoire ou de colorants, eh bien, il est probable que votre prestataire ne vienne qu'avec une caisse palette, vous dise les solvants, vous les mettez dans cette palette, les acides dans un autre, et puis ce soit le même véhicule et puis le même exitoire de regroupement terminal. Donc, vous n'auriez qu'une filière pour tous ces déchets, mais par contre, vous aurez l'ensemble de ces déchets qui suivent une filière appropriée. Ensuite, nous avons les déchets non dangereux, parmi lesquels les biodéchets.
Donc, une nuance à apporter sur les biodéchets, parce qu'on pense souvent au reste de repas ou de préparation de repas, mais les biodéchets dans la réglementation vont bien au-delà. Ils comprennent aussi les déchets issus de vos espaces verts. Ils comprennent aussi les huiles alimentaires et les graisses, par exemple. Donc, quand l'on parle des seuils de production de biodéchets par an qui imposent une filière de valorisation, on parle bien de l'ensemble de ces biodéchets et pas uniquement des biodéchets que vous produisez dans l'établissement en termes de restauration. Donc vous avez deux obligations sur ces biodéchets. Si vous n'avez pas évalué la production depuis 2020, vous avez une obligation d'évaluation de la production de vos biodéchets pour savoir où vous en êtes. Et finalement, c'est quand même utile pour savoir si vous devez être obligé de mettre cette filière ou pas. Ça va très vite, hein. C'est-à-dire que 10 tonnes par an, suivant la moyenne de biodéchets par repas servi, et là on ne parle que des repas, hein, on a écarté les huiles, etc. À partir de 130 repas par jour, on considère que l'on arrive au seuil ou pas très loin du seuil des 10 tonnes. Après, c'est sur une moyenne nationale observée, et vous savez bien que sur les moyennes, le pendant, c'est que l'on a des quantités de biodéchets qui sont souvent inférieures, mais aussi très souvent supérieures. Par contre, avoir une filière de biodéchets ne vous impose pas d'avoir un prestataire. C'est-à-dire qu'il y a différentes manières d'avoir une filière. Vous pouvez faire il y a des solutions qui peuvent s'empiler et qui ne sont pas forcément uniques à utiliser, mais c'est très facile de mettre un composteur sur site pour les biodéchets issus de la préparation, qui comportent en général peu de carnet, ce sont souvent des épluchures. Vous pouvez faire de la déshydratation ou du tri ou du compost mécanobiologique du compost électromagnétique pour le reste des biodéchets, ou alors effectivement prendre un prestataire. Mais où ces solutions peuvent se compiler. Tout dépend aussi de votre contexte géographique, des éloignements, des enjeux de transport associés. Voilà, avoir une filière ne veut pas forcément dire prestataire, d'autant que pour les biodéchets, depuis avril 2018, vous êtes autorisé à traiter jusqu'à 52 tonnes sur site, ce qui n'était pas le cas avant, c'est-à-dire qu'en dessous de ce volume-là, vous aviez l'obligation de passer par des prestataires agréés ou de faire une hygiénisation systématique de biodéchets si vous le faisiez sur l'établissement. D'autres déchets non dangereux qui sont obligatoirement triés, on parle du décret 5 flux qui date de 2016. En 2021, ce sera le décret 6 flux, c'est-à-dire que au papier, carton, bois, plastique, métaux verts vont se rajouter les textiles. Toutefois, il y a des subtilités à connaître. Donc, du moment que vous avez du papier ou du carton, quel qu'il soit, vous devriez être en capacité de le recycler. Et vous avez en plus des obligations en fonction des quantités. C'est-à-dire que vous avez d'une part, si vous utilisez les services de la collectivité, l'obligation d'avoir une filière spécifique au papier ou carton, papier-carton, si vous avez plus de 1100 litres de ce volume-là par semaine. En dessus, l'agglo, la communauté de communes, peut être fondée à vous dire je ne vous les prends plus, vous vous débrouillez tout seul. Et de manière générale, de toute façon, ils sont fondés à vous refuser les déchets. C'est ce que l'on voit de plus en plus post-élection de communautés de communes qui se désengagent de la collecte des établissements de santé, simplement parce que ça ne fait pas partie non plus de leurs compétences et des budgets pour lesquels ils sont financés. Les communautés de communes ont une obligation de traiter les déchets des ménages. Et tout ce qui n'est pas un ménage est par défaut pour eux une activité économique. C'est-à-dire que si vous êtes une association, une fondation, un hôpital public, une clinique naturellement, vous êtes pour eux en dehors de leur champ de compétences. Et quand ils cherchent à gratter un peu sur le budget et qu'ils ont besoin de récupérer un peu de sous et qu'ils travaillent sur le budget des déchets, en général, ils commencent par se désengager. Il est courant de voir des communautés de communes, et on avait sur la commune d'Aix, par exemple, l'établissement a eu l'information qu'au 1er janvier 2021, la communauté commune ne les collectait plus, donc ils ont 3 mois pour s'organiser, en gros. Donc ça peut arriver, et vous sachez que c'est fondé. Donc vous avez des obligations de tri du papier en fonction des quantités que vous produisez de façon distincte. C'est-à-dire que vous pouvez, sinon, le mettre dans de la collecte sélective en mélange. Mais à partir du moment où vous avez du papier sur un certain volume, vous devez le séparer, sans quoi le recyclage est plus compliqué. Sachez que quand on parle de papier, on a souvent la problématique des papiers confidentiels sur les établissements. Pour le coup, certains se disent
Si je broie, le prestataire me les refuse, ce qui arrivait assez souvent avant, beaucoup moins maintenant. Mais sachez aussi que la confidentialité ne s'entend pas forcément aux bornes de l'établissement. Vous pourriez contractualiser avec un prestataire qu'il y ait un processus et un engagement de confidentialité de sa part, et c'est des choses qui peuvent être canalisées. Typiquement, c'est le cas si vous travaillez avec la Poste, vous n'avez pas besoin de broyer, ils ont un engagement et des processus qui sont spécifiques pour ça. À noter aussi que quand on parle du décret 5 flux, mais vous avez noté que quand on fait papier, carton, bois, plastique, métal, verre, on est déjà à 6. Mais simplement parce que le papier et le carton est considéré ensemble. Toutefois, si vous confiez à un prestataire le papier et le carton en mélange, sachez qu'il a la possibilité réglementaire de ne pas recycler ces matières, mais de les mettre en valorisation énergétique, ce qui veut dire en gros les brûler. Ce qui est quand même dommage. Donc si vous avez la possibilité, en tout cas si vous voulez être vertueux là-dessus, ça peut être bien de séparer directement sur l'établissement ces différentes matières, parce qu'en fonction, sachez que ça peut être brûlé. Si vous les séparez, il n'a pas l'autorisation réglementaire de le faire, donc ce seront des matières qui seront forcément recyclées en tant que matière. Pour le verre, alors on ne va pas parler du verre alimentaire parce que ça fait partie des plus anciennes filières d'extension de tri qui existent en France. Et d'ailleurs, le premier éco-organisme qui s'appelle l'ADELF, c'était les colonnes de verre que l'on avait il y a très longtemps dans nos villes et nos villages. On va parler plutôt du verre souillé de médicaments. Le verre souillé de médicaments, donc, étant souillé de médicaments, devrait suivre la filière des médicaments. On parle de médicaments hors cytotoxiques et psychotropes. Cytotoxiques, vous le savez, doivent être incinérés. Si c'est juste souillé, c'est l'incinération d'ASRI à minima. Et si ce sont des résidus purs, quand vous faites des préparations de chimiothérapie, là, c'est de l'incinération dite à 1200 degrés. Même si le 1200 degrés n'existe pas vraiment en France, c'est une référence allemande, c'est plutôt 1000 à 1200 degrés. En tout cas, les incinérateurs qui sont habilités à le prendre ont leur autorisation sur l'arrêté préfectoral. Et quand on parle de 1200 degrés, on parle de température en cœur de flamme. Ce qui n'est pas le cas pour les dasseries, parce que quand on parle de 850 degrés pour les dasseries, on parle en chaleur ambiante dans la chambre de combustion, ce qui sont deux choses différentes. Donc ce qui est important à savoir, c'est que souiller de médicaments peut suivre une filière de médicaments hors cytotoxiques et psychotropes. Ce qui est dommage, c'est que les médicaments ne soient pas transportés comme des matières dangereuses et ne soient pas traités comme des matières dangereuses. Si vous confiez vos médicaments avec une filière spécifique, ils iront dans une fosse de déchets ultimes d'un incinérateur. Ils sont plus souvent habilités aux médicaments que les dasseries, parce que tous les incinérateurs ne sont pas habilités pour les dasseries. Et donc, quand un grossiste comme la Serprouan ou alors un Cyclamed veut faire éliminer ces médicaments, ces derniers sont incinérés dans la filière de non dangereux, mis dans la fosse et puis pris avec des grappins pour être incinérés. Cela coûte moins cher en traitement. En revanche, ça peut être intéressant de les séparer des dasseries si vous avez une capacité de stockage qui vous permet d'être collecté tous les 3 ou 6 mois, par exemple, de faire des campagnes. Vous gagnerez forcément en termes de prix de gestion extérieure, à considérer ensuite le coût des flux internes dans l'établissement et du stockage. Donc très clairement, les verres souillés de médicaments, aujourd'hui, il n'existe pas de filière en France qui permet de les valoriser. Il y avait eu un essai il y a quelques années sur Albi, mais le process n'était pas opérationnel. En tout cas, les effluents de médicaments n'étaient pas captés et retraités correctement, donc c'est une opération qui avait été arrêtée. En revanche, on constate que certaines communautés de communes acceptent les médicaments de type 1 qui n'ont pas trop d'enjeux non plus médicamenteux, et je pense souvent au perfalgan, les acceptent dans la colonne à verre avec les autres verres souillés de médicaments. Mais c'est très dépendant des verriers de proximité, en fait. C'est souvent plus par peur que par autre chose que ce sont des matières refusées, parce que quand le verre, dans tous les cas, est fondu pour être recyclé, il est à 1600 degrés, bien au-delà de ce qui permet de garder des résidus moléculaires ou de ce qui est imposé pour le traitement de ces déchets. Donc c'est dommage, mais pour l'instant en France, il n'y a pas de solution. Vous avez ensuite les différents bois. Vu l'heure, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, mais voilà, tout ce qui est en matière de bois, qu'il soit traité ou pas, vous avez une obligation de
de les valoriser et parfois penser que dans les filières, quand on parle de filières obligatoires, il y en a aussi qui sont gratuites et notamment avec des éco-organismes. Et cela pourra faire d'ailleurs l'objet d'un autre webinaire. Vous avez ensuite les métaux ferreux et non ferreux. Vous avez pareil une obligation. Donc là, ce qui peut être intéressant en établissement de santé de savoir, c'est que dans les non ferreux, vous avez un certain nombre de métaux précieux, souvent dans les dispositifs médicaux de bloc opératoire, mais vous avez aussi tout ce qui est fil de bistouri, lame de laryngo, etc. Ce sont des choses qui se recyclent assez facilement. Tous les plastiques. Et là, ça mériterait presque un webinaire à part entière, mais tout ce qui est en matière plastique doit suivre une filière de recyclage. C'est-à-dire que quand le décret 5 flux parle des plastiques, il ne fait pas de distinction et vous devriez être en capacité de le faire, ce qui est très très compliqué. Et ça, je ne veux pas contredire quoi que ce soit là-dessus, d'autant que quand on trie, jusqu'ici, le recyclage était quand même en grande partie de l'exportation à l'étranger sans trop savoir ce que ça devenait. Donc l'idée, c'est que vous puissiez imposer à travers vos actes d'achat d'avoir des matières, des contenants qui puissent être le plus simple possible et le plus facilement identifiable, en tout cas dans les matières qui sont recyclables. Quand on est sur du 7 par exemple, c'est toujours beaucoup plus compliqué en termes de plastique. Pensez aussi qu'il y a une interdiction qui va arriver, mais je vous en parler tout de suite après. La difficulté des plastiques, c'est quand ils sont multimatières. Et je pense par exemple aux masques d'oxygène. On voit désormais des fabricants qui proposent l'intérieur du masque en matière souple, en matière recyclable, et l'extérieur, pareil, en matière recyclable. Sauf que quand vous voyez des industriels du tri, ils vous disent, mais moi, je n'ai personne pour séparer ces matières-là, l'établissement ne le fera pas non plus, et les volumes sont tellement faibles que c'est compliqué pour moi de les mettre dans des filières qui soient ensuite recyclées. Donc, ce n'est pas parce que vos matières sont recyclables que vous arriverez facilement à les recycler, ce qui veut dire que vous pourriez avoir une réflexion avant achat de ce qui peut être demandé. Et quand c'est trop complexe, vous pouvez aussi demander au prestataire de s'occuper, lui, de la collecte, du tri et du recyclage. Et quand ils ont des volumes sur un périmètre géographique qui peut aller jusqu'au national, on arrive à faire des belles choses. Et je pense, ce que je vous donnais comme exemple pour les masques, la complexité est la même pour les nourettes de lait, par exemple, où on a les tétines, les bouchons et le contenant qui sont en matière complètement différente. Sauf que les fabricants, s'ils n'avaient pas mis en place cette matière de recyclage, ne faisaient plus partie des tours de lait. Donc ils se sont tous mis et ils ont tous contractualisé pour que ce volume-là soit recentré au niveau national et puisse faire l'objet de campagnes de tri appropriées et de recyclage ensuite. Donc, à travers l'acte d'achat, on peut aussi influencer, même si vous ne créez pas directement une filière ou si vous n'avez pas la filière appropriée, ça permet de redonner la responsabilité aux fabricants de l'éco-conception de ce qu'ils fabriquent aussi et du coup d'engager une réflexion qui soit plus vertueuse. Vous avez vous aurez la présentation, mais un rapide visuel sur les interdictions à considérer prochainement sur tout ce qui est en plastique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous le retrouverez sur la présentation. Voilà, en gros, quand on parle de filière obligatoire, on parle plutôt, vous l'avez compris, de matière avec tout ce qui est nécessaire d'intégrer dedans. On n'est donc pas dans une course à j'ai 60 filières sur mon établissement, parce que quand on met une bouteille plastique, du papier, des boîtes de conserve dans la collecte sélective, on ne va pas considérer qu'il y a 3 filières, sans quoi vous allez considérer la petite bouteille, la grande bouteille, on peut aller très loin comme ça. Donc vous n'avez pas, de mon point de vue, à avoir à courir au nombre de filières sur l'établissement, mais plutôt sur le taux de valorisation de vos déchets. Et je m'explique. Quand on parle de taux de valorisation et que vous utilisez des systèmes de traitement, les systèmes de traitement sont classés en D avec des codes et des chiffres derrière ou en R. Tout ce qui est en D est considéré comme élimination, tout ce qui est en R est considéré comme valorisation. Parfois, par exemple, vous entendez parler de valorisation énergétique. Regardez sur le bordereau si vous avez du D10 ou du R1. Parce que suivant l'installation d'incinération et même suivant ce qui est en fonction sur l'installation, vous pouvez certains jours être en D10 et d'autres en R1. Par exemple, un incinérateur de Dasserie sans chauffage urbain a rarement de taux de valorisation suffisant pour être considéré en R1 et vous avez peut-être et probablement sur le bordereau du D10. Et ceux qui ont du R1, parce qu'ils ont peut-être un réseau de chaleur associé à la création d'électrique, le réseau de chaleur n'est peut-être pas en fonction tout le temps ou suffisamment performant. Donc il y a des jours où vous pouvez avoir du R1 et d'autres jours du D10 par exemple. Donc l'idée c'est que vous puissiez augmenter le nombre de déchets qui passent en R. Et dans les types de traitement, vous les avez ici.
Donc, quand on parle de traitement, c'est vraiment au sens large. On trouve à l'intérieur la valorisation et ensuite l'élimination. Mais ce n'est pas aussi simple que ça quand on parle de DOR. Donc, quand on parle de valorisation matière, il n'y a pas de débat, c'est de la valorisation. Ici, avec un tri mécanobiologique, c'est-à-dire que les ordures ménagères sont triées de la partie fermenticide, de ce qui ne l'est pas, tout ne passe pas en valorisation. Le compostage est considéré de la valorisation. L'incinération, je viens de vous expliquer les nuances que l'on peut y trouver. Et puis le stockage, c'est sans débat de l'élimination. Donc l'idée, c'est que plutôt que d'avoir un nombre de filières croissantes et pour lesquelles vous allez devoir mettre des moyens de tri, que vous pouvez confier à d'autres, le tri, c'est que vous puissiez avoir un taux de valorisation et des filières qui soient valorisées. Pour ça, il y a un moyen assez simple, c'est de tenir le registre déchets de façon informatisée. Vous n'avez pas d'obligation à ce qu'il soit informatisé. Par contre, pour avoir ces calculs-là, vous ne pourrez pas y couper. Là, je vous le mets un peu plus grand. C'est le registre déchets avec des entrées obligatoires tel qu'on Primum vous le propose, c'est-à-dire en ajoutant 2 colonnes. Celle qui concerne le coût global hors TGAP et puis celle qui concerne la TGAP. Petite parenthèse, la TGAP, taxe générale sur les activités polluantes, s'applique à tous les déchets enfouis et incinérés, sauf quelques exonérations. Cette TGAP va faire x4 dans les prochaines années. Et donc, c'est aussi un enjeu de le mesurer, que quand vous avez une réflexion en termes de coût global sur un investissement, on ne raisonne pas seulement au coût global à l'instant T, mais aussi à celui qui va venir durant la phase d'investissement. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans ce détail qui fait partie plutôt d'un sujet achat responsable, mais une fois que vous avez rempli toutes vos lignes, donc là, vous avez les deux parties du tableau initial, tel que vous l'aviez là. Une fois que vous avez rempli toutes vos lignes, eh bien, c'est très facile de voir les quantités de déchets qui ont été en D et celles qui ont été en R. Et là, vous aurez un taux de valorisation de vos déchets. Et c'est bien plus pertinent de faire ainsi que de regarder, par exemple, la proportion de DASRI sur les DAOM. On va rester sur ce terme, même s'il n'est pas le bon. Parce que, imaginons, vous travaillez sur la recyclabilité de vos DAOM, vous allez diminuer votre proportion de DAOM, votre ratio DASRI-DAOM va être défavorable alors que vous aurez eu des engagements et des actions vertueuses. L'idée, c'est d'avoir une comparaison DASRI sur l'ensemble des déchets, et lorsque l'on a le registre informatisé, c'est quand même beaucoup plus facile. J'ai terminé pour l'essentiel de ce que je veux vous dire, donc je vais me permettre de rallumer les micros et de regarder dans le chat ce qui est présent. Et je vous dis donc à la semaine prochaine, même heure, 18 septembre à 11h30, sur le sujet de la vapeur.